Journaux. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue sur Sud Radio, il est 7h42. Le petit déjeuner politique ce matin avec Aurélien Pradier, qui est député Les Républicains du Lot. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. L'affaire Benalla, révélation, confirmation hier soir lors des auditions. Alexandre Benalla avait encore plusieurs passeports avec lui. Il les a utilisés une vingtaine de fois depuis son licenciement, sans parler d'un téléphone crypté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie que la République compte encore en son sein de véritables petits voyous. Benalla est un petit voyou, mais au-delà du fait qu'il soit un petit voyou, c'est un petit voyou qui est protégé. Aujourd'hui, on le sait. Enfin, soyons clairs, on ne peut pas depuis des mois être dans cette situation. Découvrir aujourd'hui que M. Benalla disposait de plusieurs passeport diplomatique, avait conservé un téléphone crypté sans que personne soit véritablement venu le lui réclamer. Cet homme-là est protégé. Oui, je pouvais avoir un doute jusque-là, aujourd'hui j'en suis certain. Ah oui, vous en êtes certain. Mais là, ce sont des accusations quand même lourdes, Aurélien Pradier. Protégé par qui alors ? Écoutez, l'Élysée est piloté par le président de la République. Je vous dis ça vraiment sans esprit de complot. Depuis le début, j'ai toujours eu un doute sur le fait que Benalla soit autre chose qu'un petit brigand. Aujourd'hui, nous pouvons dire clairement que vu la situation de protection dont il a bénéficié depuis plusieurs mois, il y a manifestement une valeur. Cet homme-là a une valeur. Il n'a pas de valeur politique. Quelle est sa valeur ? Qu'est-ce qu'il représente pour le chef de l'État ? Qu'est-ce qu'il représente pour l'appareil Élysée? Ce que je peux dire en tous les cas pour en tirer une première conclusion politique, c'est que le nouveau monde d'Emmanuel Macron est à cet égard au moins aussi pénible et peut-être pire que l'ancien monde. Oui, ce n'est pas selon vous des dysfonctionnements entre ministère de l'Intérieur, etc. On ne communique pas les numéros des passeports, etc. C'est une blague, ouais. C'est une comptine pour les enfants. Enfin, 3 passeports diplomatiques, un téléphone crypté qu'il n'avait pas restitué. Enfin, soyons clairs, c'est quand même pas une petite affaire. Oui, mais alors, ce que vous voulez dire, pour poursuivre, c'est que Emmanuel Macron, le président de la République, carrément, devrait répondre dans cette affaire Benalla ou pas ? Mais bien sûr qu'il devrait répondre. Bien sûr qu'il devrait, plutôt que de passer des heures à avoir des réponses de séduction devant les maires, il devrait s'expliquer devant les Françaises et les Français sur un sujet comme ça. Dans quel autre pays européen le président de la République peut rester silencieux sur des affaires et des accusations potentielles aussi graves que celle-là ? Parce que, soyons là aussi précis, de quoi s'agit-il au fond ? Les passeports diplomatiques, le téléphone crypté, c'est la sécurité de l'État qui en partie peut être en question. Donc la sécurité des Françaises et des Français. Oui, et puis il y a eu un mensonge en commission puisqu'il disait qu'il les avait restitués. Évidemment, et ce n'est pas le seul à avoir menti. Je me souviens de certains interlocuteurs que nous avons eus en commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui manifestement ont menti. Vous savez, par le passé, il y a un médecin qui a été condamné parce qu'il avait menti devant la commission d'enquête. Vous savez quand même que lorsque quelqu'un se présente devant la commission d'enquête, il jure. S'il y a eu parjure, M. Benalla doit être condamné pour parjure, et si des membres du cabinet de l'Élysée ont parjuré, ils doivent être condamnés. À propos de commission d'enquête, il y a eu celle de l'Assemblée, c'est celle du Sénat qui fait quand même le travail, non ? Pour une raison très simple, c'est que le président de la commission d'enquête du Sénat est un républicain et que la présidente de la commission des lois à laquelle j'appartiens à l'Assemblée nationale est une députée de la République En Marche qui depuis le début a tout fait pour être aux ordres de l'Élysée. Donc c'est pas surprenant du tout. Oui, donc heureusement que le Sénat est là. Alors c'est ce que vous dites quoi. Finalement, alors qu'on est en train de réfléchir, de se dire est-ce qu'il faut revoir les institutions en France, le Sénat a encore son importance. Heureusement qu'il y a un Sénat, heureusement qu'il y a l'Assemblée nationale, et malheureusement, il y a des députés à l'Assemblée nationale de la République En Marche qui sont incapables de conserver une liberté de ton. Je vais être très net. La présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, même si elle est députée de la République En Marche, elle est d'abord députée de la nation et son rôle devrait être aussi de faire éclater toute la vérité et pas seulement d'obéir au doigt et à l'œil au président de la République. Oui. Alors le grand débat, Emmanuel Macron s'en va aujourd'hui pour 2 jours en Occitanie. Toulouse aujourd'hui, cet après-midi, vœux aux armées. Et demain surtout, nouveau débat avec les élus, un peu comme ça s'est passé en Normandie, dans votre département du Lot, à Souillac précisément. Est-ce que d'une part, vous y serez, vous-même aussi dans la salle, et qu'est-ce que vous direz au président de la République ? Bien sûr que j'y serai, d'abord parce que Emmanuel Macron, quoi que j'en pense, est le président de la République française et que j'ai du respect pour le président de la République française, donc je serai présent, je respecterai les règles républicaine. Je lui ai déjà adressé une lettre ouverte dans laquelle je lui dis tout ce que je pense de sa personnalité, de sa manière de blesser les Françaises et les Français et les maires, et je le lui redirai demain avec la même liberté de ton. Vous savez, moi je n'attends demain rien.
pas d'opération de séduction. Emmanuel Macron ne me séduira pas. Il a séduit quand même les maires, visiblement, avant-hier en Normandie. Eh bien, moi, beaucoup ont applaudi derrière. Oui, écoutez, moi j'ai passé l'âge de la séduction. Emmanuel Macron n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Et donc il pourra faire les yeux de cocker qu'il voudra. Il ne me séduira pas. Les maires sont respectueux. Ouais. Dans l'heure, ils ont été respectueux. Et vous savez, une fois passé le petit temps des 7 heures de séduction, il y a un petit retour aux réalités. Il se passera dans le Lot exactement ce qui s'est passé dans l'heure. Les maires seront respectueux, mais vous avez aussi vu d'ailleurs que les maires lui ont dit des choses très dures. Lui ont dit qu'il s'était senti profondément méprisé, que son ton était insupportable depuis plusieurs mois. Je le lui redirai vendredi. Moi, je ne suis pas là pour lui servir la soupe, Emmanuel Macron. Bon, et d'autant que la crise des Gilets jaunes et ce qui a été ressenti et ce qui ressort aujourd'hui de beaucoup d'enquêtes, notamment celle du Cevipof, c'est qu'il y a un rejet des élites, y compris des élus. Est-ce qu'il doit y avoir une confrontation directe, ou en tout cas un dialogue direct entre le président et les citoyens ? Parce que là, il y a des intermédiaires, mais les Français veulent moins d'intermédiaires. Je ne sais pas si les Français veulent moins d'intermédiaires. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que depuis 2 ans, Emmanuel Macron a tout fait pour faire exploser ces intermédiaires. Les maires, il les a négligés et méprisés depuis 2 ans. Les parlementaires, il nous prend pour des objets et pour des instruments de vote depuis 2 ans. Et donc forcément, il s'est retrouvé directement face au peuple avec cette dureté-là. Là aussi, la vérité m'oblige à dire que c'est un message à l'adresse de toute la classe politique. Et moi, je ne me sens pas seulement la responsabilité de critiquer Emmanuel Macron. Moi, j'ai 32 ans, j'étais maire pendant des années avant de devenir député. Eh bien, je dis aux Françaises et aux Français, vous avez cru, avec le Nouveau Monde, qu'il était bon de faire rentrer à l'Assemblée nationale des députés qui n'avaient jamais eu de mandat électif, qui n'en avaient jamais bavé sur le terrain. Moi, j'ai tout appris de mon mandat de maire. Tout. La démocratie locale, je l'ai appris là. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je ne viens pas d'une famille politique, j'ai une famille simple et modeste. J'ai tout appris de la démocratie locale. Il est temps que les Françaises et les Français, et qu'Emmanuel Macron, et que les députés de La République En Marche comprennent avec humilité que s'ils avaient été maires auparavant, comme je l'ai été, comme d'autres l'ont été, nous n'en serions certainement pas là. Oui, le cumul des mandats, c'était une erreur justement de l'arrêter. Moi je vais vous dire, depuis le début... Non, parce que c'est démagogique finalement de dire oui, pas de cumul des mandats ou pas. Mais il y a 2 éléments de démagogie que j'ai en tête. Le non-cumul des mandats. Moi je pense qu'un maire peut être député, il faut trouver un seuil d'habitants. Évidemment, le maire de Toulouse ne peut pas être député en même temps, mais le maire de la Bastille-Murat, comme je l'ai été, d'un petit village, peut tout à fait être maire et député. Ça nous éviterait à l'Assemblée nationale de voter tout et n'importe quoi. Ça nous permettrait de continuer à prendre quelques claques dans la figure quand on revient sur le terrain. Donc ça, c'est une erreur. Oui. Est-ce qu'il y a 2-3 priorités que vous voudriez voir dégagées, notamment pour la région Occitanie et pour votre département dans le Lot ? Les 80 km/h, ça en fait partie ou pas ? Les 80 km/h en font partie, parce que c'est symptomatique de cette technocratie, de ce regard supérieur sur les territoires les plus ruraux. Je souhaite que l'on parle des services publics, je souhaite que l'on parle du poids des délibérations des conseils municipaux. Vous savez, dans le Lot, toutes les semaines, vous avez des conseils municipaux qui se réunissent, qui délibèrent, qui votent une délibération pour refuser la fermeture d'une école, pour porter tel ou tel projet. Et quelques heures après, l'État, le préfet, ou d'autres d'ailleurs, les ministres, leur disent écoutez, vos délibérations, vous savez pas, on s'assoit dessus et puis on verra ça plus tard, on fermera quand même votre école, on supprimera quand même tel ou tel service public. La question des services publics est essentielle. Il y a quelques mois, dans le Lot, tout le gouvernement s'est déplacé pendant une journée. Vous savez ce qu'ils nous ont laissé comme héritage ? Un camping-car. Il y a depuis plusieurs mois un camping-car des services publics qui se balade sur les routes du Lot, au diesel évidemment, avec des prospectus à l'intérieur. Et c'est censé remplacer les services publics. Mais tout ça, on nous prend pour des gogos. Il faut que la question des services publics soit replacée au cœur du débat, parce que c'est ce qui fait aussi la crispation de nos concitoyens qui ont l'impression, en territoire ruraux, d'être des citoyens de seconde zone. Oui, alors vous avez dialogué vous-même avec des gilets jaunes ou pas ? Oui, je les ai rencontrés à plusieurs reprises depuis vous les début de la soutenez crise. Ou pas ? Moi, je fais une distinction très nette entre le début de ce mouvement et ce qu'il en reste aujourd'hui. Évidemment que la violence est insupportable à tous égards, à l'égard des journalistes, à l'égard des forces de l'ordre, à l'égard des politiques. C'est l'inverse de l'idée que je me fais de la démocratie. Par contre, je les ai reçus, y compris parfois pour me faire engueuler, y compris parfois pour leur dire ce que je pensais et ne pas être d'accord avec eux. Il faut que les députés jouent leur rôle aussi. Combien de députés ont refusé de tenir des permanences depuis 2 ans dans les territoires ? Ouais. Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes sur votre liste LR pour les européennes ? C'est une possibilité ou pas ? Je n'en sais rien. Enfin, ce que je sais, c'est qu'il y aura des citoyens, parce qu'avant de mettre un gilet jaune, on est d'abord un citoyen. Oui. En tous les cas, probablement que beaucoup des membres de la liste des européennes partageront le combat. Mais il n'y aura pas forcément un gilet jaune, quoi.
Non, mais enfin, un gilet jaune, c'est un vêtement, c'est pas Oui, une mais pensée c'est un politique. état d'esprit également, quoi. Oui, mais écoutez, moi je vais vous dire, je crois aussi aux partis politiques. Oui, Moi, oui. ça fait plusieurs mois qu'on nous explique que les partis politiques servent à rien. Emmanuel Macron a voulu faire le vide autour de lui. Moi, je crois aux partis politiques, y compris parfois pour les secouer. Moi, je crois à ma famille politique. Je crois que c'est là qu'on porte des idées et c'est là qu'on doit le faire. Oui, mais en tout cas, vous parlez cash, Aurélien Pradié. Pourquoi en pleine crise, les Républicains n'arrivent pas quand même à profiter un petit peu et à faire émerger leur leader, Laurent Wauquiez? Ça ne marche pas, ça n'arrête pas de s'effondrer dans les sondages. Et parce que nous avons besoin de totalement nous reconstruire. Enfin, vous savez, moi, ça fait quand même 1 an et demi, là. mais 1 an et demi, c'est tellement court. Vous vous souvenez d'où l'on vient? Oui. On vient d'une En élection 2 mois, les présidentielle. Gilets jaunes ont bougé les choses. Hein. Oui, mais parce que c'est un mouvement très différent. On vient, nous, d'une élection présidentielle avec un François Fillon qui a explosé en vol. Je vais vous dire, je suis assez dur avec François Fillon depuis le début, parce que je pense que à cet égard, il porte une part de responsabilité significative, et puis notre famille politique largement aussi. Et vous savez, ce qui nous manque, c'est pas un leader. Ce qui nous manque, ce sont des idées. Ce sur quoi il faut qu'on travaille d'urgence, ce sont des idées. Les Françaises et les Français ont faim d'idées. Et là, Ils vous ont êtes en faim. panne d'idées, c'est ça? On est en train de les travailler, on est en train de les reconstruire. Moi, ça fait des mois que je travaille sur la question du handicap, que je dis, y compris à ma famille politique. Oui, vous allez faire un tour de France d'ailleurs du handicap. Je vais commencer un tour de France du handicap. Je vais aller dans 15 Pendant 3 départements mois. pour parler du handicap. Voilà, c'est un pèlerinage auquel je tiens pour aller vraiment au contact des Françaises et des Français. Eh bien, si chacun nous faisons cela, nous redonnerons à la droite, à notre famille politique, du sens. Laurent Wauquiez a commencé ce travail d'idées, il ne le fera pas tout seul. Non, mais il faut quand même une personnalité pour incarner. Bien sûr qu'il faut une personnalité. Est-ce Aujourd'hui, que Laurent Wauquiez est vraiment la bonne personnalité? Ça n'adhère pas du tout, Aurélien Pradié. Vous le voyez? Lorsque l'élection présidentielle arrivera, nous nous posons cette question. Aujourd'hui, c'est le chef de notre famille politique, légitime. Je peux vous assurer du boulot considérable qu'il fait. Vous observerez objectivement qu'on Mais on ne fait l'entend pas de cadeaux. Il a fait une lettre. Personne ne l'a relevée. Non, quasiment. On l'entend moins, évidemment, que les... Il y a un problème. On l'entend moins que les excités Le Pen et Mélenchon, sauf qu'il y a une différence. On n'entend pas beaucoup Marine Le Pen, finalement. Non, et parfois mais elle continue quand même de monter dans les sondages, même si elle monte un petit peu moins. Tout ça est, à mon avis, très superficiel. Oui. Nous avons, nous, ce qui est superficiel, c'est finalement, si je puis dire, ce sont vos intentions de vote, quand même, quasiment, là, moins de 10%. Si votre question est de savoir... Est-ce qu'aujourd'hui, nous, à droite, nous sommes en capacité de reconvaincre toutes les Françaises et les Français? La réponse est pas encore. Est-ce que nous le serons demain? Oui. Mais écoutez, demain, c'est quand? Au mois de juin? Dans les semaines qui viennent, c'est dès juin, c'est jusqu'au moment de l'élection présidentielle. Nous avons collectivement déçu les Françaises et les Français. Il faut qu'on en bave un peu avant de les reconvaincre. Et François-Xavier Bellamy peut être la bonne personne pour conduire cette liste? Je pense que c'est plutôt un bon candidat. Je ne le connais pas beaucoup, mais dans une période comme les Français. Oui, mais c'est pas plus mal. Vous savez, parfois on connaît bien les gens et on les déteste. C'est pas plus mal d'avoir quelqu'un qu'on connaît peu. Le mot de la fin, Aurélien Pradié avec Cécile de Ménibus. Oui, tous les partis de l'opposition ont un jeune loup qui montre un peu les crocs et qui parle au cash, comme vous, Adrien Quatennens, France Insoumise, Jordan Berdalla pour le Rassemblement National. Est-ce que c'est la formule gagnante pour reprendre la main? La sincérité, c'est la formule gagnante. Ouais. Les paroles fades, les paroles de techno, celles et ceux qui, au fond, n'ont pas d'histoire politique, n'en ont pas bavé sur le terrain, ne sont pas l'avenir politique. Moi, je sais d'où je viens, je l'oublie pas, et ça me donne une certaine liberté de ton, j'y tiens, et je pense que ça peut faire du bien à la démocratie. Eh ben, il y en a un qui a une liberté de ton, c'est votre invité surprise. Salut Pradié, c'est Lucchini. Je viens de lire ta lettre à Macron sur la ruralité, c'est énorme. Attends, le remake du rat des villes et du rat à la sauce républicaine. Non mais écoutez le souffle épique qui se dégage de ce texte quand Pradié écrit « Le député que je suis ne jouera pas le ravi de la crèche ». Et là, il est pas con le Pradié, il va pas piquer le rôle qu'incarne à merveille son patron Laurent Wauquiez, tu vois. Alors voici ma question. Toi qui as fait un four l'an dernier, l'an passé, avec ton amendement pour valoriser l'usage du mot chocolatine, quel surnom pâtissier donnerais-tu au président Macron? Le financier du CAC 40, le millefeuille fiscal de l'ISF ou le pain perdu dans sa gueule? Moi, je parlais plutôt du choix à la crème. C'est très bon au début et puis c'est très vite indigeste. C'est indigeste, c'est ça. Oula. Okay. Ça, c'est de la douceur, on sent l'expert, tu vois. Merci Aurélien Pradié, député républicain du Lot, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et oui, et bien sûr, Dany Moreau, que vous retrouverez dans quelques 8h20 exactement en intégralité, avec Yves de Kerdrel qui nous parlera ce matin que la France, nous dira que la France creuse encore son déficit. Restez avec nous, il est 7h56 et c'est Sud Radio.